Bonjour à tous, je m'appelle Yann Rajdi, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 6 juillet 2024. Le Rajdi, c'est quoi? Des débats virils, des montages puissants, des revues d'actualité remplies d'humour, des chroniques, des recensions d'ouvrages académiques. Aujourd'hui, nous voyons le livre, la première partie de We, the Corporation, All American Businesses Want Their Civil Rights d'Adam Winkler. Nous, les corporations, comment les business américaines ont gagné leurs droits civiques. Et cette histoire est une histoire double parce qu'en fait, à travers le processus de l'acquisition des droits par les corporations, la création de la personne morale, une invention chrétienne et romaine, une structure hiérarchique qui est cautionnée par des lois civiles. Cette structure-là, cette création artificielle, cette construction sociale, ben évidemment, elle est liée aux droits du citoyen. C'est ça qu'on découvre en faisant cette histoire-là. Dans le sens que les droits civiques, les amendements du Bill of Rights, les chartes des droits et libertés découlent de victoires judiciaires, législatives et de politiques exécutives de l'Empire américain en son sein et qui a ruisselé un peu partout dans les démocraties de l'Empire anglo-américain. Hein? On se rappelle les deux guerres mondiales, comme ça que ça a marché. Donc, les États-Unis construits par des corporations depuis le fondement des États-Unis, la naissance des droits pour les corporations via la Cour suprême et l'implémentation de ces droits qui finissent par protéger les citoyens, la création de la Banque des États-Unis, précurseur de la Réserve fédérale qu'on connaît aujourd'hui, qui est symbole historique, point dans l'histoire du début, de l'origine du clivage partisan des deux partis aux États-Unis. Au départ, c'était les démocrates républicains versus les Whigs ou les fédéralistes. Là, en tout cas, il y a eu une transition. Après ça, il y a eu un peu plus tard, formellement, création du parti démocrate et républicain, transition des années 1830 à 1860. Dans le sens que le Parti démocrate le Parti démocrate a été créé en premier. Il a scindé les Whigs et les démocrates républicains du départ pour être pro-esclavage, pro-droit étatique, et le Parti républicain a été refondé un peu plus tard, parce qu'il avait existé avant, refondé comme étant un parti anti-esclavagiste qui était plus radical que ce qui restait des Whigs. Compliqué, mais j'ai déjà fait cette histoire-là dans plusieurs podcasts. Vous pouvez vous abonner 5$ par mois pour aller chercher tout ce contenu-là. C'est 3 heures, c'est comme un cours d'université. Ouais, ça peut être chiant. Ben, tu mets ça en mettant la vaisselle, tu mets ça en coupant tes légumes, tes fruits, faisant ta bouffe, en mangeant. C'est mieux que mettre du Netflix tout le temps. Bonjour à tout le monde dans le chat. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? Donc, ça, c'est l'histoire du clivage partisan aux États-Unis. Jefferson contre Hamilton. C'est eux qui ont créé ce clivage-là au départ. Les populistes contre les corporatistes. Mais je préfère l'étiquette en anglais. À l'époque, ils appelaient ça les corporationalistes. Donc, c'était un mouvement, comme qui a été dit dans le chat, d'incorporation. Et à ne pas confondre avec ce que nous, on voit comme les corporations, les GAFA, par exemple, les BlackRock, State Street, Vanguard, les géants qui nous bouffent la laine sur le dos. À l'époque du mouvement d'incorporation, on centrait ça sur les PME. C'est les PME qui ont construit les États-Unis, la grille énergétique, la superpuissance continentale qui permet notre niveau de vie actuel qui est en train de s'effondrer parce qu'on n'est plus en train d'entretenir ça. Donc, les populistes contre les corporatistes,
Un courant légaliste va naître à travers cet affrontement-là d'un siècle. Vers la fin, on aboutit à deux courants. Un courant légaliste pour restreindre les droits des corporations et un autre courant légaliste pour étendre les droits des corporations. Et là, on va utiliser deux traditions juridiques différentes qui vont être innovées par les populistes d'un bord, les corporationalistes de l'autre, les corporatistes de l'autre. Donc, le concept de corporate personhood, donc la personne morale, l'invention juridique chrétienne. Et ça, dans le fond, on pense, c'est contradictoire. On pense que ça veut dire, c'est ça qui a été utilisé pour donner le droit aux entreprises. C'est faux. Corporate personhood, ça a été utilisé pour séparer la personne corporative du citoyen, pour restreindre les droits des entreprises. Donc, c'est une... on penserait que c'est l'inverse, mais en fait, c'est vraiment comme ça que ça a fonctionné. Et l'autre mouvement, l'autre tradition juridique, c'est piercing the veil. Vous avez sûrement entendu ça si vous aimez les films où on a des procès, des gros procès historiques. Piercing the veil. On a ça dans des procès corporatistes où on veut atteindre criminellement, financièrement, le propriétaire de l'entreprise responsable, par exemple, dans Erin Brockovich, d'empoisonnement environnemental en déchargeant des trucs, whatever. Donc, piercing the veil, vous avez sûrement entendu ça. Ça a été utilisé pour étendre les droits des corporations, parce qu'en étendant les droits des corporations, tu étends leur liability. Tu étends la possibilité par le système juridique de venir te contrôler. Quand, avant ce mouvement-là, le droit corporatiste, ça se faisait par les bylaws, donc les lois internes à la corporation, et c'était les propriétaires, les stockholders, qui se polissent eux-mêmes. Et donc, en étendant les droits des corporations, en étend la liability, on étend la puissance du gouvernement fédéral et aussi étatique pour venir empiéter dans les affaires des corporations. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est une épée à double tranchant. Oui, on veut aller accuser criminellement des entreprises frauduleuses, des trusts, mais en même temps, on leur donne plus de droits. Puis, en même temps, on a créé des concepts, une nouvelle tradition juridique de plus, un peu comme dans l'Église chrétienne. Plus qu'on avance dans le temps, plus qu'il y a de schismes, plus qu'il y a de construction, de culte, que les premiers apôtres n'y en parlaient même pas. Donc, les moments chronologiques, historiques de la Cour suprême aux États-Unis, Cour suprême fédérale, permet de comprendre l'évolution des régimes judiciaires et démocratiques et aussi économiques qui ont prédominé à travers des générations. Parce qu'évidemment, moi, je fais de l'histoire longue durée, vous le savez, rendu ici. Donc, on commence avec le début de la Cour suprême, une doctrine qui est on ne veut pas empiéter trop dans les lois des États. Donc, une doctrine de permissibilité, on ne veut pas trop y aller fort. Ensuite de ça, on commence lentement. Il y a un affrontement entre les deux courants, les populistes, les corporationalistes. La cour de Roger Taney arrive. Donc, les populistes de Jefferson réussissent à mettre des juges de la Cour suprême
populiste. Ça devient la cour de Roger Taney. Et une cour qui va être plus pro-incorporation, accès à l'incorporation pour le peuple. Donc que monsieur, madame, tout le monde qui se parle d'une business, ça soit facile. Il y avait même des États populistes qui permettaient aux citoyens moralement respectables, donc qui est bien habillé, des amis de bonne condition, il n'y a pas de dette, il y a une famille, ben, tu leur permettais d'avoir accès au barreau sans avoir un diplôme de droit et sans avoir fait d'examen. Donc seulement avec un bon, un peu comme le passeport. Aujourd'hui, là, ça te prend quelqu'un, une caution qui signe pour toi. Ben juste avec ça, tu pouvais avoir accès au barreau dans certains États populistes. Et donc c'est ça. Ça, c'est la cour populiste de Roger Taney qui va s'affronter au départ avec Daniel Webster, l'avocat des corporations. Le méchant Daniel Webster. Et là, lentement, ce monde-là vont changer. On a plusieurs cours qui vont transiter. Et là, il va y avoir une fraude historique massive. Il va y avoir un dude qui s'appelle Roscoe Conklin avec un juge qui s'appelle Field, avec le reporter de presse de la Cour suprême, un certain J.C. Bancroft Davis, si je me rappelle bien, qui vont comploter sans s'en rendre compte. Donc, de manière émergente, Roscoe Conklin, l'avocat fraudeur, le juge de la Cour suprême pro-corporation et le reporter de presse ingénu, qui fait des erreurs, qui est pas parfait, qui se corrige pas, puis qui est pas capable de travailler de manière normale avec les juges de la Cour suprême, donc il y a une mauvaise relation de travail. Ces trois personnes-là vont accidentellement créer une série de précédents juridiques qu'on va appeler le début de l'ère Lochner. L'ère Lochner qui est détestée par les gauchistes depuis un siècle parce que c'est évidemment une double dérégulation. Une dérégulation d'une part qui est populiste pour le peuple, mais en même temps, ils ont dérégulé au niveau des grandes corporations. Ils ont permis aux grandes corporations de ne plus être poursuivies par leurs stockholders. Et donc, l'exécutif des grandes corporations et les financiers de Wall Street et le gouvernement fédéral vont noyauter peu à peu, un peu comme l'infiltration communiste, ces grandes corporations-là, à partir de ce second mouvement de dérégulation, l'ère Lochner, qui a été une ère juridique construite à partir d'un faux et de l'usage de résumés de presse qui ont été écrits par un reporter de presse et non des juges de Cour suprême. On a utilisé des lignes de journalistes pour cautionner des jugements de la Cour suprême. C'est ça qui est arrivé à l'ère Lochner. Et ensuite de ça, pendant l'ère Lochner, revient un courant juridique traditionnaliste pour revisiter ces évolutions juridiques-là. Ce courant est minoritaire jusqu'à Donald Trump. Donc, des années 40 à 2018, ce courant juridique traditionnaliste va avoir très peu de victoires. Les meilleures victoires étant pour le second amendement. Ça, c'est pour une autre histoire. Après l'ère Lochner, ça va empirer. C'est là qu'on va rentrer dans la série de jugements Brown versus Board of Education et tous les jugements des droits civiques. Donc, à partir
de ce qui s'est passé avant, on va avoir des juges de la Cour suprême qui vont dire, dans le fond, il y a deux sortes de droits. Il y a des property rights et il y a des liberty rights. Et les liberty rights, qui sont au départ seulement des droits pour les citoyens, des humains, vont graduellement, rendus à Citizens United en 2010, être étendus premièrement à toutes les corporations et deuxièmement, on va créer peu à peu des nouveaux droits. Par exemple, le droit à l'avortement. Et oui, le droit au sacrifice humain. Donc, ça va empirer, graduellement à cause des victoires gauchistes des droits civiques. Et nous sommes arrivés dans la situation Citizens United de 2010. Le livre a été écrit en 2017-2018. Ce qui veut dire que l'auteur n'avait pas encore vu les premiers jugements de la cour trumpienne, avec 3 juges trumpiens, qui a renversé au moins, selon mon compte intuitif, au moins 10 grandes décisions. Et ça avait déjà commencé avant. Les traditionalistes. Donc, on est en train d'épurer lentement ce qui s'est passé pendant près d'un siècle. Donc, l'accumulation de nouveaux droits créés à partir de rien. Donc là, je vous ai fait un résumé. Évidemment, ça va être la version gratuite. Hein? La version gratuite, ça va être seulement la première demi-heure. Le reste, il faut vous abonner de plusieurs manières possibles pour avoir accès à tout ce contenu-là. Vous venez vous abonner sur mon infolette Substack, yanrojdi.substack.com. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur YouTube. Vous allez pouvoir avoir accès à la section abonnement ici. Et tous les podcasts réservés aux membres y sont. Il faut aller sur mon site internet yanrojdi.com, qui est très beau, c'est un genre de YouTube. Si vous êtes abonné à luxmedia.info, c'est le même compte. Vous n'avez pas besoin de créer un deuxième compte. Vous pouvez vous abonner sur Twitter pour me suivre. Très important parce que là, j'approche dangereusement du nombre magique 2500 pour avoir l'abonnement gratuit de Twitter. Et plus je monte d'abonnements, plus je deviens dangereux pour les nomotiens. Vous voulez qu'il y ait un clash entre le nomotien en chef, Sieur Cormier-Denis et moi-même, parce que ça va être un match de pugilat qui va être historique. Oui, donc c'est ça. Venez nous rejoindre sur YouTube, les gens de Twitter. Le TikTok invasion. Now, let me get at liberalism a little bit. I think we need a narrative to fully understand this. Progress towards what? If you go back to the word itself, it is liber, a notion of Dionysian release and expression. Liberalism is very well codified in Euripides the Bacchae. Dionysus comes into town, into Thebes, demands to be recognized as the son of God. And what is this sophistry gibberish? What's the point? What's the point? I'll get to the point of this. All right. Just let me. Okay. I don't want to hear about Dionysus. He brings about a massive orgy that will ultimately lead to the beheading and death of the Pentheus who's actually leading Thebes. So liberalism, it isn't like rational or about policy. It's fundamentally about release. Even democracy itself is a kind of orgy, you could say, in the sense that it is about all people participating, taking part, the majority winning. That's what liberalism is. Well, I'm going to jump right in the middle and say, when you're going into Dionysus and stuff, I'm like, come on, what's the point? But it actually is very interesting that liber in ancient Rome, it is the root word of where liberal and these words come from. Exactly. That is interesting.